Émission de l'Association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. Voilà, donc on parle de la liberté d'expression ce matin, de la liberté d'association ce matin et les menaces qui pèsent sur elle. Alors pour cela, je suis avec Didier Minot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur agronome de formation, président de l'association RECI, qui est le réseau des écoles de citoyens. Vous êtes membre du collectif des associations citoyennes créé en 2010 et auteur de l'ouvrage des associations citoyennes pour demain, qui est paru en octobre dernier. Merci. Voilà. Et bien sûr, je suis avec Louis Sézy. Bonjour Louis. Bonjour. Donc Louis Sézy, donc membre de l'association pour une constituante. Et donc on se retrouve ensemble chaque mois pour aborder une thématique liée à la démocratie et donc une des thématiques chères à l'association pour une constituante. Alors pour débuter donc sur cette thématique de la liberté d'association, on va déjà expliquer ce que c'est et notamment la loi fondatrice la fameuse loi 1901 dont on entend parler sans arrêt puisqu'on parle d'association 1901, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement? Oui. Alors Louis ou Didier? Louis? Alors oui, la loi 1901 du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association indique bien elle-même dans son libellé son objet, c'est-à-dire que plusieurs citoyens se réunissent par un accord de volonté pour créer une association. Alors l'intérêt de cette loi, c'est que c'est une loi de liberté, c'est-à-dire que les associations se créent librement selon une libre initiative citoyenne, et par ailleurs détermine également librement ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Alors c'est une grande loi républicaine à laquelle nous devons tous être attachés, qui d'ailleurs avait été créée dans un contexte très aigu où la République elle-même était menacée, puisque le cabinet de Waldeck-Rousseau a été constitué en juin 1899, a duré 3 ans, ce qui n'était pas une petite chose, sous la Troisième République, et était un gouvernement de défense de la République, puisque à l'époque, l'affaire Dreyfus, si j'ose dire, battait son plein, et il y avait des ligues factieuses qui menaçaient même l'existence de la République. Et Waldeck-Rousseau, appelé par le président de la République, Émile Loubet, à l'époque, fonde un large cabinet d'union républicaine qui allait des républicains modérés, contenait également des républicains de tendance peut-être un peu plus dure, jusqu'aux socialistes, puisque Millerand faisait partie également de ce cabinet Waldeck-Rousseau. Alors pour en terminer, pour dire sur ce point en tout cas, combien c'est une loi fondamentale, c'est que lorsqu'il a été question de remettre en cause le contenu de cette loi, le Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1971, a décidé que, au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est-à-dire le préambule de la Constitution de 1946, figure la liberté d'association, puisqu'à l'époque, on voulait, avant de délivrer le récépissé pour les associations déclarées, demander l'intervention du juge judiciaire lorsqu'il y avait un doute sur les objectifs poursuivis par de telles associations. Et le Conseil constitutionnel a refusé que le juge judiciaire intervienne pour donner son aval quant à la création d'une association. Donc c'est une belle jurisprudence que celle du Conseil constitutionnel qui a validé et conforté la liberté d'association. Donc aujourd'hui, ça nous paraît naturel, la liberté d'association.
Mais à l'époque, ça devait être Tout à fait. totalement révolutionnaire. Didier Minot? Oui, oui, tout à fait. Si on remonte encore plus loin dans l'histoire, on voit que les associations de fait ont toujours existé, y compris depuis le Moyen Âge, avec un certain nombre de corporations. Mais la Révolution française a donné un coup d'accélérateur à la volonté des citoyens de s'associer librement. Jusqu'en 1850, on a eu une période où des initiatives très nombreuses se sont multipliées dans le sillage de l'esprit de la Révolution de 1789. Et malgré l'interdiction des corporations, se sont mis en place des caisses de secours mutuels, des lieux de débat et des clubs qui ont constitué le lieu principal du débat politique de cette époque. Et il y a eu un foisonnement très intéressant. Bon. Il y a eu une deuxième période liée à l'émergence de la révolution industrielle, disons que sous Napoléon III, ça a commencé, de répression beaucoup plus forte contre ces initiatives associatives, parce que le capitalisme industriel naissant préférait des individus atomisés à des individus regroupés. Et la philanthropie a été privilégiée par rapport à la lutte contre les inégalités. Il y a eu des répressions de toutes ces formes-là et des combats très durs avec des morts, avec des manifestations. Et progressivement, des lois ont pu être votées, un compromis s'est esquissé avec tout d'abord la loi sur la coopération, la loi sur les syndicats, les mutuelles en 1898 et la loi de 1901. Donc la loi de 1901 se situe dans un processus historique qui est intéressant à rappeler aujourd'hui, parce que la philanthropie était une philosophie très forte au 19e et elle est en train de ressurgir. Alors il y a eu une troisième période de la vie associative qui correspond aux 3 premiers quarts du XXe siècle, où là, les associations ont participé à la mise en place des libertés. Il y a la liberté de s'associer, mais cette liberté permet aux citoyens de participer à la mise en place d'autres libertés fondamentales. Et un certain nombre de ces libertés se sont traduites par des politiques publiques qui ont été accompagnées par l'émergence des associations. Par exemple, quand les congés payés ont été accordés en 1936, ça a été l'essor des associations de tourisme social. Quand la sécurité sociale s'est mise en place en 1945, ça a été l'essor de tout le secteur social, des associations, d'aide à domicile, etc., de personnes âgées et tout. Et en retour, les associations ont bénéficié des aides de l'État et des catégories nouvelles d'associations se sont développées au fur et à mesure de l'apparition de ces droits nouveaux. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, ces associations sont dépendantes des financements publics qui leur ont permis de se développer. Et aujourd'hui, on aborde une 4e période. Une période de régression de l'État social et des politiques publiques, avec un recul progressif des libertés fondamentales qui étaient liées à l'État social, et une remise en cause du rôle confié aux associations sur le plan économique, social, environnemental, etc. Alors ça, on va y revenir. D'accord. Donc en fait, on voit que cette loi de 1901, elle a finalement abouti à créer un foisonnement d'associations, une richesse, Très un diverse, tissu oui, associatif. Alors est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas si la France est un cas particulier ou pas, vous allez peut-être nous le dire, mais en tout cas, il y a un très grand nombre d'associations et puis il y a surtout une très grande diversité, une très grande richesse, tant sur les objets de chacune de ces associations, les objectifs, leurs formes, leurs mouvements, leurs actions. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on compte 1 300 000 associations en France. La plupart sont des petites associations. 86% n'emploient pas de personnel et vivent et travaillent uniquement à partir de l'engagement bénévole des membres. Dans celles qui ont des salariés, 128 000 sur les 170 000 associations employeurs ont de 1 à 3 salariés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de
une très très grande majorité de petites associations qui constituent un maillage du territoire et sont un des fondements principaux de la vie sociale, du vivre ensemble, et qui ont progressivement... les associations répondent à la volonté d'agir des citoyens, cette volonté libre dont parlait Louis tout à l'heure. Et par rapport à ce foisonnement, on a un soutien des collectivités qui est assez irrégulier. Dans certains cas, il y a un fort soutien quand les élus comprennent que c'est un complément indispensable au travail, au rôle des institutions. Et dans d'autres cas, il y a une méfiance qui s'instaure parce que un certain nombre d'instances se méfient de la liberté des citoyens, se méfient de ce foisonnement associatif. Alors ça couvre des domaines très divers. On a des associations de défense de l'environnement, on a des associations qui travaillent sur le lien social, qui prennent des initiatives d'économie solidaire, qui sont sur la défense des droits, sur la lutte contre les discriminations, l'éducation populaire, l'action sociale. On a aussi des très grosses associations, des maisons de retraite sont sous forme associative, des centres de vacances, etc. Des radios. etc. Des radios, et alors Radio Aligre est quand même un exemple extraordinaire, puisque Radio Aligre, depuis 30 ans, émet pour montrer la diversité pour montrer quelle est la diversité de la vie à Paris. Voilà. Et ça, c'est quand même un rôle social tout à fait fondamental. Voilà, merci de le rappeler. Bon, on a un peu préparé avant l'émission. Alors, venons-en au... Alors, on voit toute cette richesse, toute cette diversité. Et donc, vous avez, vos différentes actions, Didier Minot, essayé de mobiliser, de sensibiliser, de rassembler un réseau d'acteurs, puisque ces associations, d'une part, elles sont très, très riches, très variées, mais aussi très éparpillées. Et chacune, et elles sont fragiles, puisque, comme vous l'avez appelé, elles sont petites, la plupart. Et d'autre part, il y a un certain nombre de dangers qui planent sur elles. La vie des associations, et bien sûr, Aligre le sait bien, les auditeurs d'Aligre le savent bien, la vie des associations est de plus en plus difficile. Oui, on a depuis, on peut dire au moins 10 ans, une remise en cause de l'appui apporté par les différentes autorités publiques à la vie associative, qui est due pour partie, qui vient de l'assimilation progressive des associations à des entreprises. Il y a 3 ans, une circulaire a été signée par François Fillon, le Premier ministre de l'époque, et cette circulaire Fillon considérait que finalement toutes les associations menaient des activités économiques et étaient assimilables à des entreprises et tombaient donc sous le coup de la réglementation européenne, dite des aides d'État, c'est-à-dire les aides aux entreprises, et donc a constitué un fort levier de réduction des entreprises à des rôles de prestataires, alors qu'une association qui remplit une fonction citoyenne ne fait pas un travail de prestation, elle fait un travail d'organisation des citoyens. Les citoyens libres s'associent pour mener ensemble un projet et participent à la vie civique, sociale et culturelle. Et donc, il y a une différence fondamentale d'optique entre ce que pense l'État et un certain nombre de collectivités avec le progrès des idées néolibérales et ce que les citoyens veulent faire et entendent faire. Alors ça s'est traduit par une restriction progressive des financements, par une complexification
des procédures et de la vie administrative et de ce qu'on demande aux associations pour obtenir des financements, et également par une progression des appels d'offres au détriment des subventions. C'est-à-dire que de plus en plus, les collectivités et l'État passent des commandes, passent des appels d'offres et font des commandes. Et de ce fait, ça n'est plus l'argent public qui sert qui aide un projet associatif, c'est l'association qui aide le projet de la collectivité du donneur d'ordre. Et c'est un changement. Donc les associations sont obligées de rentrer dans le moule, de renoncer à leur projet pour continuer à avoir des financements. Et ça c'est tout à fait pervers. Et en plus, quand une association répond à un appel d'offres, l'administration fiscale la considère comme ayant une activité économique et la soumet à la TVA, à l'impôt sur les sociétés, etc. Alors, effectivement, oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Didier Minot, je crois qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une tendance très forte à vouloir tout réduire à l'économique, c'est-à-dire pratiquement la totalité des échanges sont ramenés à un contenu et qui est économique, marchand, etc., et forcément évaluable et surtout assujetti au principe de la libre concurrence et de la nécessité de ne pas enfoncer le jeu. Et là, il y a là donc un grave danger pour la vie citoyenne, cette vision très réductrice de la société et des échanges. Donc c'est un premier élément. Et le second élément, cette politique européenne est relayée malheureusement au niveau des États, avec la crise financière et économique que nous connaissons, à la mise en œuvre de politiques publiques qui visent à réviser ces politiques publiques dans un sens visant à réduire chaque fois et systématiquement la dépense publique. Alors c'était la RGPP sous Sarkozy en 2007. Ouais, la révision générale, des politiques publiques en 2007. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle version de cette notion de politique publique. C'est la modernisation de l'action publique. C'est un habillage de la même politique. C'est la même politique qui chaque fois est à l'œuvre et qui dit haro sur les dépenses publiques, alors que les dépenses publiques permettent la vie de tous les jours, c'est-à-dire la nécessité pour l'État de faire face à un certain nombre d'obligations et jouer son rôle de mainteneur de la cohésion sociale. Et ce rôle est gravement mis en cause par de telles politiques publiques. Alors effectivement, l'argument qu'on ne manque pas d'opposer à ça, c'est de dire bon, les associations ont leur vie propre, doivent avoir leur financement, ne doivent pas forcément compter sur l'État pour les financer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que finalement c'est l'État déjà le principal financeur des associations et est-ce que ça doit l'être? Alors l'État aujourd'hui a concentré ses financements sur les très grosses associations. L'État a versé en 2011, c'est la dernière année connue, 1,2 milliard d'euros aux associations sous différentes formes. Sur ces 1,2 milliard, les 3/4 vont à 750 très grosses associations. Après, bien sûr, il y a un saupoudrage sur de nombreuses plus petites, mais c'est vraiment très concentré. Et quand on regarde autrement ces chiffres, on voit que 42% de ces financements vont à des associations parapubliques, parce que pour l'État compte l'AFPA, la Météo nationale, HEC, l'Institut catholique de Paris, alors là c'est une subvention aux évêques, etc., parmi les associations, et ça correspond à presque la moitié du total. Donc, quand on regarde où va l'argent de l'État, il va beaucoup à quelques-unes. Alors, il y a une subvention indirecte qui est la déductibilité fiscale des dons, puisque vous savez que si on fait un don, les 2/3 peuvent être soustraits des impôts qu'on paye. Si l'association est reconnue d'utilité publique.
Non, quand une association a suffisamment d'adhérents pour faire un reçu fiscal, pas uniquement, il n'y a que 2000 associations d'utilité publique, mais les associations peuvent émettre des reçus fiscaux si elles ont suffisamment d'adhérents et si elles travaillent pour l'intérêt général. Il y a une règle plus large un petit peu. D'accord. Mais par contre, ce sont principalement les fondations d'entreprises et les très grosses associations qui bénéficient de cette déductibilité fiscale. Et nous, on serait pour un plafonnement en termes de bénéficiaires, du montant qu'on peut déduire, de la possibilité d'émettre des reçus fiscaux jusqu'à un certain niveau. Bon. Mais ça, justement, ça permet d'aider les associations, puisque c'est ça un permet d'aider financement indirect. Mais les fondations d'entreprises font principalement font un travail de mécénat principalement pour améliorer leur image. Et c'est là aussi seule une petite partie de la déduction fiscale, puisque c'est quand même un impôt, c'est quand même une déduction indirecte, va aux petites et moyennes associations. Alors, l'essentiel des financements vient des collectivités, aujourd'hui, mairies, groupements de communes, départements et régions. Et c'est là que se pose le problème principal du financement des associations, parce que jusqu'en 2011, les collectivités pouvaient librement fixer leur imposition. Il y a eu une réforme fiscale qui a privé les collectivités de la possibilité d'augmenter leur fiscalité et les a mises en quelque sorte dans la main de l'État. Et l'État verse une dotation globale de fonctionnement, il y a aussi une dotation d'investissement, mais on ne s'en occupe pas ici, qui est là pour compenser les compétences transférées par l'État aux collectivités au cours de toutes les étapes de la décentralisation. Or, cette dotation, d'après la Constitution, serait censée compenser intégralement les surcoûts, en quelque sorte. Mais l'État a plafonné cette dotation depuis 3 ans et envisage, enfin non, c'est plus qu'envisage puisque le budget est voté, il a été décidé de diminuer de 1,5 milliard d'euros cette dotation en 2014 et de 3 milliards d'euros en 2015. Et ceci sans tenir compte des dernières déclarations de François Hollande qui dit qu'on va encore réduire de 10 milliards d'euros le périmètre des financements publics. Donc, voilà, donc la conséquence de tout ça, pour arriver finalement à comment ça se traduit dans la vie quotidienne de ces associations, c'est évidemment une vie qui est de plus en plus difficile. On travaille de plus en plus avec des bouts de ficelle. Parce que les collectivités qui ont des compétences obligatoires doivent d'abord faire l'aide sociale pour les départements, les routes départementales, les routes nationales pour les régions, la formation professionnelle. Et donc, la diminution, l'étranglement des collectivités par l'État va se traduire par l'abandon de tout ce qui n'était pas une compétence obligatoire. Que ça soit l'éducation populaire, l'environnement, la défense des droits, le sport amateur, toutes ces actions-là vont avoir beaucoup plus de mal à être financées par les collectivités en 2014 et en 2015. Et c'est ça qui nous fait dire qu'on va vers 30 000 à 40 000 licenciements dans les associations. Il y en a déjà eu beaucoup au cours de l'année 2013. C'est ce qu'on a dénoncé sous le nom d'un plan social invisible, puisque ces licenciements se font par 1, 2, 3 dans chaque association. Donc il n'y a pas la concentration qui ferait que les médias en parlent. Et c'est dramatique parce que c'est énorme, c'est massif, et cela détruit la vie sociale, la vie culturelle sur nos territoires. Oui, cette baisse tendancielle des financements publics
un peu pour conséquence le fait qu'on entre dans une vision plus caritative des associations, puisqu'il ne restera que le mécénat, les dons provenant de personnes privées, etc., et évidemment les cotisations des membres de l'association. Mais cela ne donne pas une situation solide, évidemment, financièrement, pour les associations, et d'autant plus regrettable que les associations créent du lien social et que parfois sont présentes dans des niveaux d'intervention où l'État et les personnes morales de droit public sont eux-mêmes absents. Oui, voilà, donc ça ne garantit pas ça va dans le sens de l'intérêt général et on risque est-ce qu'on risque des dérives type système américain? On y est. Alors, il y a un débat qui se développe actuellement et qui est tout à fait d'actualité parce que on a un certain nombre de fondations, de grandes fondations, de journaux comme Le Monde, un certain nombre de réseaux associatifs aussi, de grandes associations, et certaines sphères de l'État qui disent au fond, les financements publics, c'est fini, la diminution des financements publics est une fatalité, et qui invitent les associations à aller chercher dans les financements privés la suite de leur, la possibilité de continuer à avoir une activité. Alors, il y a eu par exemple dans Le Monde du 3 décembre un supplément qui s'appelait Associations et fondations et qui affirmait que les associations doivent se réinventer, repenser leurs pratiques, je cite, diversifier leurs ressources, créer des synergies avec les autres forces vives des territoires, sous-entendu les entreprises, et initier des formes nouvelles de fonctionnement et d'élaboration collective. Et donc, un des articles incitait les associations à aller chercher sur Internet les fonds nécessaires. Ça s'appelle le crowdfunding, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors le crowdfunding qui consiste à récolter les... Voilà, on s'adresse à la communauté Internet, etc. Et à faire appel au financement privé. Mais qui peut penser sérieusement que 1 300 000 associations ou même 1% d'entre elles vont aller chercher leurs moyens sur Internet. C'est valable pour quelques dizaines de grands réseaux qui ont les moyens de s'organiser, mais comment peut-on présenter ceci comme une alternative au financement public? Ça n'a pas de sens. C'est de l'enfumage, c'est de la poudre aux yeux. De la même manière, on présente le partenariat avec le privé comme étant une solution. Et il y a actuellement un mouvement pour dire il faut valoriser le bénévolat. Alors, quand on regarde le discours, c'est hallucinant aussi. Il s'agit de faire appel à des cadres d'entreprise qui vont venir gratuitement fournir des conseils à des associations pour que les associations apprennent à se bien gérer. Alors, le discours sous-entendu, c'est que finalement, si les associations ont des difficultés, c'est parce qu'elles ne savent pas se gérer. Alors, outre le fait que ce temps passé est déductible fiscalement pour les entreprises qui s'y retrouvent, que ça leur permet de donner de l'oxygène à des cadres qui ont souvent une ambiance de boulot qui n'est pas extraordinaire, en fait, ceci méconnaît le fait que on a un débat actuellement sur qu'est-ce que c'est la bonne gestion d'entreprise. Ça n'est sûrement pas les méthodes qui consistent à segmenter, cloisonner toutes les décisions, tout quantifier, tout réduire à des critères de gestion. Mais c'est sûrement, comme le font beaucoup d'associations, voir la globalité des choses, voir les réalités humaines et avoir une vision globale qui repose sur l'écoute et sur la démocratie interne des associations. Alors donc, on voit que dans les associations, la vis est de plus en plus serrée au niveau des subventions. Ça se traduit, vous l'avez dit, par des licenciements. Ça se traduit par la dégradation des conditions d'exercice des associations. Et donc, j'en viens, puisque le temps tourne malheureusement, et en guise de conclusion,
finalement à la lutte du collectif des associations citoyennes qui a été créé en 2010 et donc qui a pour but de fédérer un peu toutes ces associations pour se défendre. Tout à fait. Le collectif est né en 2010 d'une réaction à la circulaire Fillon. Il a ensuite élargi son analyse à l'ensemble des difficultés, des menaces qui pèsent sur les associations. On vient d'en parler. Et de ce fait, il a été associé au dialogue institutionnel mis en place par le nouveau gouvernement en 2012. On a eu des avancées avec en particulier une refonte de la charte d'engagement réciproque entre l'État, les collectivités et les associations qui peut permettre maintenant d'avoir des relations plus partenariales avec les collectivités. Mais on s'est aperçu au printemps dernier que cette concertation masquait la baisse des financements massive qui se continuait et finalement qui était en continuité avec le gouvernement précédent. Donc on a lancé un appel qui a eu 8000 signatures, 80 réseaux nationaux ont signé cet appel, plus d'1 millier d'associations et une semaine d'action a été organisée en septembre qui a mobilisé une quarantaine de territoires. Et devant le succès de cette action, on a vu que le collectif répond à un besoin permanent et doit maintenant s'organiser dans la durée. D'où une nouvelle semaine d'action qui va avoir lieu en février. Ah, alors en février, on va conclure là-dessus. Exactement. Semaine d'action. On prévoit un mois d'interpellation des candidats aux municipales, puis des candidats aux européennes, un peu plus tard, avec la demande d'engagement précis et réciproque. Et ceci va se conclure par une grande journée qu'on va organiser le 8 mars prochain, à laquelle on invite tous les éditeurs de Radio Aligre. Donc, donc la lutte du collectif des associations citoyennes. Alors, il faudrait qu'Aligre FM rejoigne ce collectif. Absolument. On a des intérêts convergents. Et donc, le mois d'action en février et la journée du 8 mars. Du 8 mars. Voilà. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.association-citoyenne, tout ça au pluriel.net, où là vous aurez tous les éléments, l'invitation et tout ça. Venez nombreux et rejoignez-nous. C'est très important pour l'avenir de la société. Voilà, merci beaucoup Didier Minot, donc président de l'association Récit, Réseau des écoles citoyennes, et donc membre du collectif des associations citoyennes, auteur de l'ouvrage donc des associations citoyennes pour demain. Vous trouverez également le bon de commande sur le site, bien sûr. Donc cet ouvrage qui est paru en octobre 2013 à l'édition. Excellent ouvrage. Voilà, que Louis a lu. Donc et merci Louis, donc membre de l'association pour une constituante. Petit jingle, puis on se quitte. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. Voilà, c'était donc notre 7e émission avec l'association pour une constituante. Merci Philippe qui était aux manettes ce matin, qui a réalisé l'émission. Donc vous nous retrouvez sur aligrefm.org ou voixcontreoreille.org. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve mercredi prochain à 8h. Très bonne journée à tous les auditeurs d'Aligre FM.